La lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 6. Le nègre éduqué quitte les masses. L'une des épreuves les plus frappantes de l'échec de l'enseignement supérieur chez les Noirs est leur éloignement des masses, celles-là même sur lesquelles ils doivent finalement compter pour réaliser un programme de progrès. Les églises noires en sont l'illustration la plus frappante. La grande majorité des communions noires appartiennent encore à ces églises, mais plus les Noirs s'instruisent, moins ils semblent se sentir à l'aise dans ces groupes évangéliques. Ces églises ne sont pas à la hauteur des prédicateurs universitaires des centres d'apprentissage du Nord. La plupart des Noirs qui reviennent de ces institutions comme des produits finis sont donc perdus pour toujours dans les églises populaires noires. Les non-chrétiens de cette classe ne deviennent pas membres de ces congrégations et ceux qui s'y rattachent le font principalement pour des raisons politiques ou personnelles et tendent à ne devenir des communiants que de nom. L'Église noire, cependant, bien qu'elle ne soit pas l'ombre de ce qu'elle devrait être, est la grande richesse de la race. Elle est une partie du capital que la race doit investir pour assurer son avenir. L'Église noire a pris la tête de l'éducation dans les écoles de la race. Elle a fourni un forum pour la pensée du noir, hautement éduquée. Elle est à l'origine d'une grande partie des affaires contrôlées par les Noirs et, dans de nombreux cas, elle a rendu possible l'existence du professionnel noir. Il est donc regrettable que ces classes ne fassent pas davantage pour développer cette institution. En la négligeant ainsi, ils jettent ce qu'ils ont pour obtenir, ce dont ils pensent avoir besoin. À bien des égards, donc, l'Église noire s'est corrompue au cours des dernières générations. Elle pourrait être améliorée, mais les nègres qui peuvent aider l'institution l'ont abandonnée aux exploiteurs, aux greffeurs et aux libertins. Les nègres hautement éduqués se sont détournés du peuple dans les églises et le fossé entre les masses et le 10e talentueux se creuse rapidement. De nombreux exemples peuvent être cités à ce sujet. Lorsque l'auteur s'est rendu également à Washington, D.C., dans l'une des églises nègres les plus populaires, comptant plusieurs milliers de membres, il en a vu un exemple frappant. Tout en étant assis là, il a pensé à la puissance que ce groupe pourrait devenir sous la direction honnête d'hommes et de femmes intelligents. L'élévation sociale, les affaires, le bien-être public, tout cela est possible si une vingtaine ou plus de nos Noirs hautement éduqués travaillent avec ces gens dans ce centre. En cherchant attentivement de telles personnes dans l'auditoire, il ne reconnut que 2 diplômés d'université, Kelly Miller et lui-même. Mais le premier était venu pour percevoir de l'Église un don pour le Community Chest, et l'auteur était venu comme convenu pour faire un appel en faveur de l'école de Miss Nanny H. Bourreau. Ni l'un ni l'autre n'avait manifesté d'intérêt pour cette église en particulier. C'est ainsi que la plupart d'entre eux reçoivent l'attention de notre 10e talent. Certains nègres très instruits
disent qu'ils n'ont pas perdu leur intérêt pour la religion, qu'ils sont allés dans des églises dont l'atmosphère plus intellectuelle correspond à leurs nouvelles pensées et aspirations. Et puis, il y a une sorte de fièvre contagieuse qui éloigne des églises de leur jeunesse d'autres personnes moins instruites. En discutant l'autre jour avec une amie de l'Alabama, l'auteur a découvert qu'après la mort de son père et de son déménagement à Washington, elle avait abandonné l'église baptisée dans laquelle il avait été un travailleur éminent pour rejoindre une église ritualiste plus à la mode. Un tel changement de foi est normal en un sens car aucune personne censée n'oserait aujourd'hui avancer un argument en faveur d'une religion particulière. Une religion n'est qu'une religion si les gens vivent en accord avec la foi qu'ils professent. Ce qui est dit ici à propos des églises populaires des Noirs, qui se trouvent être principalement méthodistes et baptistes, vaudrait également si elles étaient principalement catholiques et épiscopales, à condition que la grande majorité des Noirs appartiennent à ces églises. Ce qu'il faut retenir, c'est que les églises rituelles dans lesquelles ces Noirs se sont engagés ne touchent pas les masses et ne laissent entrevoir aucun avenir prometteur pour le développement racial. Ces institutions sont contrôlées par ceux qui n'offrent aux Noirs que des possibilités limitées et parfois à la condition qu'ils soient séparés dans la cour des gentils à l'extérieur du temple de Jéhovah. Comment un Noir instruit peut-il ainsi quitter l'église de son peuple et accepter un tel Jim Crowisme a toujours été une énigme. Il ne peut s'agir d'un homme qui réfléchit. C'est peut-être une sorte de psychologie d'esclave qui est à l'origine de cette préférence pour la direction de l'oppresseur. L'excuse parfois donnée pour la recherche d'un tel leadership religieux est que les églises évangéliques noires sont faugies, mais un homme réfléchi préfère être en retard sur son temps et avoir son propre respect plutôt que de compromettre sa virilité en acceptant la ségrégation. On dit que dans certaines églises noires, les évêchés sont tachetés, mais il vaut mieux pour le noir appartenir à une église où l'on peut obtenir un évêché par achat que d'être membre d'une église qui refuse la promotion en raison de la couleur. En ce qui concerne le développement des masses, la race noire a donc perdu du terrain ces dernières années. En 1880, lorsque les Noirs avaient commencé à se faire sentir dans l'enseignement, l'attitude des dirigeants était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. À cette époque, les hommes allaient à l'école pour se préparer à élever un peuple opprimé. À notre époque, trop de Noirs vont à l'école pour mémoriser certains faits afin de passer des examens pour obtenir des emplois. Après avoir obtenu ces postes, ils ne se soucient guère de l'humanité. Cette attitude du noir éduqué à l'égard des masses résulte en partie de la tendance générale de tous les individus à l'égoïsme, mais elle est plus désastreuse chez les noirs que chez les blancs, parce que les classes inférieures de ces derniers ont eu beaucoup plus de possibilités. Depuis quelque temps, l'auteur fait une étude spéciale sur les Noirs de la ville de Washington afin de comparer leurs conditions actuelles à celles du passé. Aujourd'hui, bien que les nègres hautement éduqués du district de Columbia se soient multipliés et qu'ils soient apparemment dans de meilleures conditions que jamais, les masses montrent presque autant d'arriération qu'en 1880. On trouve parfois jusqu'à 2 ou 3 églises de façade dans un seul pâté de maisons
où les nègres se livrent à des pratiques païennes qui ne pourraient guère être égales dans la jungle. Les nègres d'Afrique ne soient pas descendus à telle profondeur. Bien que né et élevé dans la ceinture noire du Sud, l'auteur n'y a jamais vu de tendances idolâtres telles que celles qu'il a vues sous le dôme du Capitole. De telles conditions montrent que le noir sous-développé a été abandonné par ceux qui devraient l'aider. De telles conditions montrent que le noir sous-développé a été abandonné par ceux qui devraient l'aider. L'homme blanc instruit, disait récemment un observateur, diffère du nègre instruit qui a abandonné si facilement l'élément tardif de sa race. Lorsqu'un blanc voit des personnes de sa propre race s'abaisser à un niveau de disgrâce, il n'a de cesse de mettre au point un plan pour élever ces malheureux à un niveau supérieur. Mais le nègre oublie les délinquants de sa race et s'en va faire son propre nid comme il l'a fait en abandonnant les masses dans les églises populaires. C'est bien triste car l'Église nègre est la seule institution que la race contrôle. Si l'on accepte les faibles efforts de quelques institutions qui ont pratiquement disparu, l'éducation des Noirs est contrôlée par l'autre élément et à part la mise en valeur de l'éducation pratique par Booker T. Washington, les Noirs n'ont pas du tout influencé le système en Amérique. Dans le domaine des affaires, le manque de capital, de crédit et d'expérience a empêché les grandes entreprises d'accumuler la richesse nécessaire à l'aisance et au confort indispensable à une culture supérieure. Dans l'Église, cependant, le noir a eu suffisamment de liberté pour développer cette institution à sa façon, mais il n'y a presque pas parvenu. Sa religion n'est qu'un prêt des Blancs qui ont asservi et séparé les nègres, et l'organisation, bien que largement indépendante, est dominée par la pensée des oppresseurs de la race. Le ministre nègre éduqué est formé de manière à s'éloigner des masses et les prédicateurs illettrés entre les mains desquels le peuple tombe inévitablement sont incapables de développer une doctrine et une procédure qui leur soient propres. La pensée dominante est d'utiliser le dogme des Blancs comme un moyen d'arriver à ses fins. Que le système soit ou non ce qu'il devrait être, il sait le but. À la manière d'un caméléon, le noir a adopté presque tout ce qui est religieux au lieu de penser par lui-même. Les Anglais se sont séparés des catholiques parce qu'Henri VIII avait du mal à obtenir la sanction de l'Église pour satisfaire son désir de femme amoureuse et les Noirs ont suivi cette tendance en chantant God Save the King. D'autres ont ensuite déclaré que la chose nécessaire était le baptême par immersion et les Noirs les ont rejoints en tant que baptistes. Un autre cercle de promoteurs a ensuite déclaré que nous devions avoir une nouvelle méthode de faire les choses et que nous nous appellerions méthodistes. Et les Noirs ont alors embrassé cette foi. Les méthodistes et les baptistes se séparèrent donc à cause de la coutume de détenir des esclaves. Les nègres se rangeaient dans les deux camps. Les agitateurs religieux se divisaient encore davantage sur des questions que l'homme n'est pas en mesure de comprendre, et les nègres se mirent à les imiter de la même manière.
Par exemple, 30 des 213 organisations religieuses recensées en 1926 étaient exclusivement nègres, tandis que 30 dénominations essentiellement blanches comptaient une ou plusieurs églises nègres parmi leurs membres. En d'autres termes, les Noirs ont intégré pratiquement toutes les sectes créées par les Blancs et, en plus de celles-ci, ils ont créé 30 autres, ce qui complique et subdivise encore le système. La situation de ces églises est aggravée par le fait qu'elles ont trop de ministres et environ 5 fois plus de responsables qu'une église regroupe tous les communiants noirs n'en aurait besoin. Tous les méthodistes noirs du monde, s'ils étaient unis, n'auraient pas besoin de plus de 12 évêques et ceux-ci auraient le temps de diriger les affaires des méthodistes et des baptistes dans une église unie. Il n'est pas nécessaire d'avoir 3 ou 4 évêques, chacun enseignant la même foi et la même pratique tout en dupliquant le travail de l'autre dans la même région, simplement parce qu'il y a longtemps quelqu'un suivant les oppresseurs, ignorant de la race dans ces églises, a commis le péché de la dissension et de la querelle. Les Noirs appauvris doivent payer pour toutes ces dépenses inutiles. La théologie des étrangers est aussi le facteur important de cette désunion des églises et du fardeau qu'elle impose à un peuple non éclairé. Les théologiens ont été le fardeau de la félicité et de la source du malheur. Tout en apportant la joie de la conquête à leur propre camp, ils ont semé la confusion dans le monde par des disputes qui ont divisé l'Église et stimulé la division et la subdivision au point qu'elle ne fonctionne plus comme une agence chrétienne pour l'élévation de tous les hommes. Pour commencer, la théologie est d'origine païenne. Albert Magnus et Thomas d'Aquin en ont élaboré le premier système en appliquant à la discussion religieuse la logique d'Aristote, un philosophe païen qui ne croyait ni à la création du monde, ni à l'immortalité de l'âme. Au mieux, il s'agissait d'un apprentissage dégénéré, fondé sur la théorie selon laquelle la connaissance s'acquiert par le travail de l'esprit sur lui-même plutôt que sur la matière ou par la perception des sens. Le monde était donc confondu avec la discussion d'absurdité comme il l'est aujourd'hui par celle d'éminents hommes d'église. Par le raisonnement, la plupart des mots des âges, ils ont justifié l'Inquisition, le servage et l'esclavage. Les théologiens de notre époque défendent la ségrégation et l'anéantissement d'une race par une autre. Ils se sont éloignés de la droiture pour s'efforcer de faire passer le mal pour le bien. Si nous devons tenir les Noirs pour responsables du fait qu'ils ont suivi ces théoriciens ignorants, nous ne devons pas leur imputer l'origine de cette absurdité avec laquelle ils ont embrouillé des gens irréfléchis. Comme nous l'avons dit plus haut, le Noir a été si occupé à faire ce qu'on lui disait de faire qu'il ne s'est pas arrêté assez longtemps pour réfléchir à la signification de ces choses. Il a emprunté les idées de ses traducteurs au lieu d'approfondir les choses et d'élaborer une pensée qui lui soit propre. Certains chefs noirs de ces factions religieuses savent mieux que quiconque ce qu'il en est, mais ils conservent leurs partisans en maintenant les gens divisés, en mettant la censure des éléments non essentiels dont l'homme moyen n'apprécie peut-être pas l'insignifiance.
Les nègres hautement éduqués qui savent qu'il ne faut pas suivre ces hommes sans principe ont abandonné ces églises populaires. Tout en servant de vecteur à la propagande de l'oppresseur, l'Église nègre, bien qu'elle fasse un peu de bien, a empêché l'union d'éléments divers et a maintenu la race trop faible pour vaincre des ennemis qui ont délibérément appris aux nègres à se quereller et à se battre pour des broutilles jusqu'à ce que leurs ennemis puissent les vaincre. Telle est la clé de voûte du contrôle des races dites inférieures par le soi-disant supérieur. L'un pense et planifie tandis que l'autre, excité, s'en prend à son frère avec lequel il devrait coopérer et le détruit. La lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 7. Dissension et faiblesse. Ces dernières années, les églises des centres éclairés ont consacré moins d'attention qu'auparavant aux dissensions, mais dans les districts ruraux et les petites villes, elles n'ont pas beaucoup changé et ni dans les communautés urbaines, ni à la campagne, personne n'a réussi à rassembler ces églises pour travailler à leur bien-être général. Les sectes militaires continuent à se battre les uns contre les autres et en plus les membres de ces sectes se disputent entre eux. L'Esprit du Christ ne peut pas habiter dans une telle atmosphère. Des expériences récentes montrent que ces dissensions sont plus graves que jamais. Par exemple, une communauté rurale dans laquelle un observateur a passé 3 semaines il y a un an n'a pas d'église du tout, bien que 8 ou 10 familles y vivent. Aucune église ne peut prospérer parmi elles car, à une ou deux exceptions près, chaque famille représente une dénomination différente et le parti pris sectaire est si prononcé que l'une n'accepte pas la procédure de l'autre. Chacun aime son prochain s'il pense comme lui. Mais si son prochain ne pense pas comme lui, il le déteste et le fuit. Dans une autre communauté rurale où le même observateur a récemment passé 2 semaines, il a trouvé une petite église méthodiste peu fréquentée. En y célébrant son culte un dimanche matin, il n'a compté que 4 personnes vivant dans la communauté. D'autres auraient pu venir car il n'y avait pas d'autres églises pour eux à cet endroit. Mais cette église particulière n'était pas de leur foi et leur nombre était trop faible pour justifier l'établissement d'une église à leur goût. Le soutien accordé au malheureux pasteur de cet endroit est si maigre qu'il peut à peine se permettre de venir les voir une fois par mois et par conséquent, ces paysans sont pratiquement sans direction spirituelle. Les personnes qui sont dirigées au point de développer une telle attitude sont handicapées à vie. Quelqu'un a récemment demandé pourquoi les écoles religieuses n'enseignent pas aux gens comment tolérer les différences d'opinion et coopérer pour le bien commun. C'est pourtant la chose que ces institutions ont refusé de faire.
Des écoles religieuses ont été créées, mais elles sont considérées comme nécessaires pour fournir des travailleurs aux avant-postes confessionnels et pour maintenir en vie le parti pris sectaire par lequel les baptistes espèrent dépasser les méthodistes ou les seconds premiers. Aucun professeur de ces écoles n'a avancé une seule pensée qui soit devenue un principe de travail dans la chrétienté et aucun de ces centres n'est digne du nom d'école de théologie. Si l'on rassemblait tous les enseignants de ces écoles et qu'on les passait soigneusement au crible, on ne trouverait pas dans l'ensemble un nombre suffisant de personnes qualifiées pour diriger une seule école de religion accréditée. La grande majorité d'entre eux s'occupent de transmettre à la jeunesse les théories usées de l'oppresseur ignorant. Ce manque de professeurs qualifiés dans les écoles de théologie nègre n'est cependant pas entièrement imputable aux professeurs eux-mêmes. Elle est due en grande partie au système auquel ils appartiennent. Leurs écoles de théologie sont appauvries par leur multiplication inutile et par conséquent, les instructeurs sont soit mal payés, soit pas du tout rémunérés. Beaucoup d'entre eux doivent cultiver la terre, diriger les entreprises ou diriger des églises pour gagner leur vie tout en essayant d'enseigner. Souvent, donc, seuls les inefficaces peuvent être retenus dans de telles circonstances. Pourtant, ceux qui voient comment ils ont échoué à cause de ces choses s'opposent néanmoins à l'unification des églises telle qu'elle a été enseignée par Jésus de Nazareth qu'ils ont pratiquement cessé de suivre à cause de leur parti pris sectaire obtenu à partir de livres usés par le pouce d'Américains et d'Européens mal avisés. Récemment, un observateur en a vu le résultat dans le sermon d'un noir diplômé d'université qui essayait de prêcher à une église des masses. Il faisait référence à tous les grands hommes de l'histoire d'un certain pays pour montrer à quel point ils étaient religieux, qu'ils le soient ou non. Mais lorsqu'il entreprit d'établir le caractère chrétien de Napoléon, plusieurs eurent envie de quitter les lieux par dégoût. Le point culminant de l'office fut la prière d'un autre nègre, mal éduqué, qui consacra la majeure partie du temps à remercier Dieu pour Cicéron et Démosthène. Voilà donc un cas de religion païenne transmise aux Noirs par l'esclavagiste et le ségrégationniste. Peu de temps après, en revenant de la table où il avait déposé son offrande dans une église, un dimanche matin, cet observateur vit un autre exemple frappant de cet échec. Il s'arrêta pour demander à son ami Jim Mineur pourquoi il n'avait pas répondu à l'appel à la collecte. « Quoi ?» dit Jim. « Je ne donne rien à cet homme. Cet homme ne m'a pas nourri ce matin. Et je ne le nourris pas non plus. » C'était la réaction de Jim à un sermon savant intitulé « L'humiliation de l'incarnation ». Au cours du discours également, le ministre avait eu beaucoup à dire sur John Knox, orthodoxe, et un autre des communiants s'inclinant devant ce sanctuaire demanda plus tard à l'observateur qui était ce John Knox orthodoxe et où il vivait. L'observateur ne put répondre à toutes les questions ainsi évoquées, mais il tenta d'expliquer du mieux qu'il put que l'orateur avait étudié l'histoire et la théologie. Tel fut l'effet de ce sermon
sur une congrégation sérieuse. Le ministre avait fréquenté une école de théologie, mais il s'était contenté de mémoriser des mots et des phrases qui ne signifiaient pas grand-chose pour lui et rien pour ceux qui écoutaient son discours. L'école dans laquelle il avait été formé suivait le cours traditionnel pour les ministres, consacrant la plupart du temps à des langues mortes et à des questions mortes. Il s'était intéressé au polythéisme, au monothéisme et à la doctrine de la Trinité. Il avait étudié aussi les bases philosophiques du dogme caucasien, les éléments de cette théologie et le schisme par lesquels des fanatiques ont fait de la religion un ballon de football et multiplié les guerres uniquement pour humecter le sol de l'Europe du sang d'hommes inoffensifs. Ce ministre n'avait prêté aucune attention au contexte religieux des nègres auxquels il essayait de prêcher. Il ne savait rien de leur dotation spirituelle et de leur expérience religieuse telles qu'elles ont été influencées par leur tradition et l'environnement dans lesquels la religion des Noirs s'est développée et exprimée. Il ne semblait rien savoir de leur situation actuelle. Ces honnêtes gens, par conséquent, ne savaient rien de plus lorsqu'il avait terminé son discours. Comme l'a fait remarquer un des communiants, leurs besoins n'avaient pas été satisfaits et ils se demandaient où ils pourraient aller pour entendre une parole qui aurait un rapport avec la vie qu'ils devaient mener. Il n'y a pas longtemps, lorsque l'auteur était en Virginie, il s'est renseigné sur un homme qui était autrefois un prédicateur populaire dans cet État. Il est ici, lui répondit-on, mais il ne prêche pas maintenant. Il est reparti à l'école et quand il est revenu, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Puis, il a commencé à trouver des défauts aux gens parce qu'ils ne venaient pas à l'église. Il les a traités de pédés car il n'appréciait pas son nouveau style de prédication et les choses dont il parlait. L'église est tombée en ruine et il a fini par la quitter pour se lancer dans l'agriculture. Dans une communauté rurale, un prédicateur de ce type est donc voué à l'échec. À moins qu'il ne puisse organiser séparément les membres des églises méthodistes et baptistes populaires qui vont dans les églises ritualistes ou établir certaines églises méthodistes ou baptistes, raffinées qui s'adressent aux 10e talentueux. Cependant, faute d'efficacité suffisante, ces églises ne parviennent souvent pas à développer une force suffisante pour faire grand-chose pour elles-mêmes ou pour quiconque. Le dimanche matin, leurs pasteurs doivent donc s'adresser aux bancs. Pendant que ces églises tronquées s'élèvent dans leur propre atmosphère d'autosatisfaction, les personnes mentalement peu développées sont laissées à l'abandon en raison du manque de contact avec les personnes mieux formées. Si ces derniers faisaient preuve d'un peu plus de discernement, ils seraient en mesure d'influencer ces gens pour le bien en introduisant progressivement des idées avancées. Parce que nos gens très instruits ne le font pas. Un grand nombre de Noirs se trouvent dans des églises dirigées par des ministres sans instruction qui savent à peine lire et écrire. Ces prédicateurs ne savent pas grand-chose de ce que l'on trouve dans les livres d'école et peuvent difficilement se servir d'une bibliothèque pour préparer un sermon. Mais ils comprennent les gens avec lesquels ils traitent et ils font un tel usage du laboratoire humain qu'ils deviennent parfois des experts pour résoudre des problèmes épineux et répondre aux besoins sociaux.
Ils seraient de bien meilleurs prédicateurs s'ils avaient pu fréquenter une école consacrée au développement de l'esprit plutôt qu'au bourrage du crâne avec des questions étrangères qui n'ont aucun rapport avec la tâche qui les attend. Malheureusement, il existe aujourd'hui très peu de telles écoles de religion. Faute d'une direction intelligente, l'Église noire remplit donc souvent une mission contraire à celle pour laquelle elle a été créée. Parce que l'Église noire est un champ libre et qu'elle est contrôlée en grande partie par les Noirs eux-mêmes, il semble que pratiquement tous les incompétents et les indésirables qui ont été exclus d'autres milieux par les préjugés raciaux et les difficultés économiques se soient précipités dans le ministère pour exploiter le peuple. Les ministres honnêtes qui essaient de faire le devoir voient donc leur tâche rendue difficile par ces hommes qui s'abaissent à pratiquement tout ce qui est concevable. Presque n'importe qui de l'espèce la plus basse peut entrer dans le ministère noir. Les méthodistes prétendent qu'ils ont des règlements stricts pour empêcher cela, mais leur filet attire proportionnellement autant d'indésirables que chez les baptistes. Un habitant de Cincinnati a récemment rapporté un cas d'exploitation de l'institution par un cheminot qui a perdu son emploi et, plus tard, tous ses gains dans un jeu dans un repère de vices de cette ville. Pour se refinancer, il a pris une vieille redingote noire et une Bible et s'est rendu au cœur du Tennessee où il a dirigé en divers points une série de réunions distraites et prolongées qui lui ont rapporté 299 convertis à la foi et $400 en espèces. Il a pu ainsi revenir dans le jeu à Cincinnati et il est toujours en tête. D'autres cas de ce genre sont fréquemment rapportés. La grande majorité des prédicateurs noirs d'aujourd'hui ne font donc rien d'autre que d'entretenir la peur médiévale du feu, de l'enfer, que les Bibles ont depuis longtemps abandonné pour mettre l'accent sur la tendance humanitaire de la religion par le biais d'une éducation systématisée. Les jeunes de la race noire pourraient être maintenus dans l'Église par un programme de ce genre. Mais le christianisme des Noirs ne conçoit pas l'amélioration de la situation sociale comme un devoir de l'Église. Par conséquent, les enfants noirs n'ont pas reçu une formation religieuse suffisante pour être à la hauteur des exigences sociales. Tournant le dos au médiévalisme, ces jeunes gens sans formation n'hésitent pas à s'adonner à la prostitution aux Noirs, aux jeux et aux raquettes. Ils trouvent une grande joie à fumer, à boire et à forniquer pour se distraire. Ils ne peuvent accepter les anciennes idées et ne comprennent pas les nouvelles. Ce qu'est l'Église noire, cependant, a été déterminé en grande partie par ce que l'homme blanc a enseigné à la race par le précepte et l'exemple. Il ne faut pas oublier que les Noirs ont appris leur religion des premiers méthodistes et baptistes blancs qui ont évangélisé les esclaves et les blancs pauvres lorsqu'il leur était interdit de faire du prosélytisme auprès de l'aristocratie. Les Blancs américains eux-mêmes ont appris aux Noirs à se spécialiser indûment dans le culte. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Aux Antilles, chez les anglicans et chez les latins, les Noirs ne font pas preuve d'une telle émotivité. Ils sont froids et conservateurs. Certains Blancs américains sont d'ailleurs tout aussi en retard à cet égard que les Noirs qui ont eu moins d'occasions de mieux apprendre. Lors d'un séjour à Miami, en Floride, il y a peu de temps,
l'auteur a constaté que dans 2 Holiness Church interraciales, le suivant était un 3e ou un 4e blanc. Les Blancs se joignaient de tout cœur aux nègres dans leur roulement sacré, et certains d'entre eux semblaient être des rouleurs par saints. Il y a quelques mois, à Huntington, en Virginie occidentale, où l'auteur était reçu par des amis. La soirée a été perturbée par les accès de folie des fidèles blancs de l'Église de Dieu située de l'autre côté de la rue. Ils s'y livrent quotidiennement à de tels cris et hurlements dans des langues inconnues que les Noirs ont dû les dénoncer à la police pour nuisance. L'auteur a fait une étude approfondie de l'Église noire, mais il n'a jamais vu de Noir faire quoi que ce soit qui surpasse les performances de ses païens. Les idées morales des nègres américains sont également empruntées à leurs propriétaires. On ne pouvait pas s'attendre à ce que les nègres élèvent un niveau plus élevé que celui de leur classe dirigeante aristocratique qui regorgeait de péchés et de vices. Cet état corrompu des choses ne s'est pas dissipé facilement. Les nègres n'ont jamais vu d'exemple frappant parmi les blancs pour les aider en matière de religion. Même pendant la période coloniale, les Blancs prétendaient que les ministres envoyés dans les colonies par l'Église anglicane, ancêtre de l'Église épiscopale protestante en Amérique, étaient une classe dégénérée qui exploitait le peuple pour obtenir de l'argent qu'elle gaspillait dans les courses de chevaux et la consommation d'alcool. Certains de ces ministres étaient connus pour avoir des relations illicites avec des femmes et par conséquent faisaient un clin d'œil au péché des officiers de leurs églises qui vendaient leur propre progéniture à des femmes esclaves. Bien que l'auteur soit né 10 ans après la guerre civile, les mœurs et la religion de ce régime ont perduré jusqu'à son époque. De nombreux hommes blancs riches ou aisés appartenant aux églises du comté de Buckingham en Virginie se livraient à la polygamie. Ils élevaient une famille avec une femme blanche et une autre avec une femme blanche de couleur ou pauvre. Le propriétaire de la plus grande carrière d'ardoise et le propriétaire de la plus grande usine de comté vivaient de cette façon. L'un était un épiscopalien remarquable et l'autre un catholique distingué. Un jour, le contremaître de l'usine, un diacre polygame de l'église baptiste blanche locale, convoqua les ouvriers à midi pour un court service commémoratif en l'honneur de Parson Taylor, qui avait été pendant près d'un demi-siècle le pasteur de la grande église baptiste blanche de cette section. Le contremaître a fait quelques remarques sur la vie de l'éminent pasteur. Puis, tous ont chanté « Shall we meet beyond the river ?» Mais, pour sauver sa vie, l'auteur n'a pas pu se retenir de se demander pendant tout ce temps si la femme blanche ou l'amant de couleur du contremaître l'accueillerait de l'autre côté et quel conflit y aurait-il leur arrivé de se tirer les cheveux à l'ancienne. Cependant, en dépit de ces relations libertines, ce contremaître se croyait chrétien et, à sa mort, son panégyrique recommanda son âme à Dieu. Quelques années plus tard, alors que l'auteur effectuait son apprentissage de 6 ans dans les mines de charbon de Virginie occidentale, il trouva à Nathulborg un très fidèle sacristain de l'église épiscopale blanche de ce lieu. Il était l'un des plus dévots du point de vue de ses collègues.
Pourtant, en privé, cet homme se vantait d'avoir participé au lynchage le plus brutal des 4 Noirs qui ont ainsi trouvé la mort aux mains d'une foule en colère à Clifton Forge en Virginie en 1892. Il était donc évident que si les Noirs ont reçu leur conception de la religion de la part de l'esclavagiste, de libertin et d'assassin, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et il ne serait pas mauvais de l'étudier. On a dit que les nègres ne font pas le lien entre le moral et la religion. L'historien aimerait savoir quelle race ou nation fait une telle chose. Il est certain que les Blancs avec lesquels les nègres sont entrés en contact ne l'ont pas fait. La lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 8. L'enseignement professionnel découragé. Dans la formation aux professions autres que le ministère et l'enseignement, le noir n'a pas eu une influence totale. Tout commentaire approfondi sur la formation professionnelle des Noirs doit donc être essentiellement négatif. Nous n'avons pas eu suffisamment d'écoles professionnelles sur lesquelles nous puissions nous baser pour estimer ce que l'éducateur noir peut faire dans ce domaine. Si des erreurs ont été commises dans l'éducation professionnelle des Noirs, elles doivent être imputées non pas tant aux Noirs eux-mêmes, qu'à leurs amis qui ont accompli cette tâche. Il s'agit donc ici principalement de renseignements obtenus par l'étude de Noirs qui ont été formés professionnellement par des Blancs dans leurs propres écoles et dans des institutions mixtes. Le plus grand nombre de Noirs dans les professions autres que le ministère de l'Éducation sont les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les avocats et les acteurs. Le nombre de ces professions et d'autres n'a pas augmenté de manière adéquate en raison du statut économique des Noirs, probablement en raison d'une fausse conception du rôle de l'homme professionnel dans la communauté et de ses relations avec lui. Les personnes que les professionnels noirs se sont portés volontaires pour servir n'ont pas toujours apporté un soutien suffisant pour leur permettre de développer la position et la solidarité qui rendrait leur position professionnelle et influente. La plupart des Blancs en contact avec les nègres qui ont toujours enseigné à leurs frères noirs, tant par le précepte que par la pratique, ont traité les professionnels libéraux comme des sphères aristocratiques auxquelles les nègres ne devaient pas aspirer. Nous avons donc eu un nombre bien inférieur à ceux qui, dans d'autres circonstances, auraient osé franchir la ligne de démarcation, et ceux qui l'ont fait ont été éliminés par les Blancs qui ne voulaient pas les traiter comme une classe professionnelle. Il était donc impossible d'employer les Noirs dans des sphères où ils ne pouvaient pas fonctionner efficacement. Par exemple, en raison d'une loi qui interdisait à un homme d'être admis au bureau du Delaware sans avoir exercé pendant 1 an sous la direction d'un avocat de l'État, et aucun avocat blanc ne voulait accorder une telle possibilité à un noir jusqu'à il y a quelques années. Ce n'est que récemment qu'un noir y a été admis. Les Noirs ont donc appris de leurs oppresseurs à dire à leurs enfants qu'il y avait certaines sphères dans lesquelles ils ne devaient pas aller parce qu'ils n'auraient aucune chance de s'y développer. Dans un certain nombre d'endroits, les jeunes hommes
étaient découragés et effrayés par les piètres performances de ceux qui essayaient d'exercer certaines professions. Peu d'entre eux avaient le courage d'affronter cette épreuve, et certaines écoles professionnelles dans des institutions pour noirs ont été formées il y a 30 ou 40 ans en partie pour cette raison. C'était particulièrement vrai pour les écoles de droit, fermées pendant la vague de législation contre les Noirs, au moment même où le plus grand nombre possible de Noirs avaient besoin de connaître le droit pour protéger leurs droits civils et politiques. En d'autres termes, la chose dont le patient avait le plus besoin pour passer la crise lui a été enlevée pour qu'il puisse mourir plus facilement. Cet acte, parmi tant d'autres, est un monument remarquable de la stupidité ou de la malveillance des responsables des écoles noires. Et il constitue une démonstration frappante de la mauvaise éducation de la race, autrement dit, la mauvaise éducation des Noirs. Presque tous les observateurs se souviennent distinctement des dures épreuves des avocats noirs. Un exemple frappant de leurs difficultés a été fourni par le cas du premier à être établi de façon permanente à Huntington, en Virginie occidentale. L'auteur lui avait confié la tâche de corriger une erreur dans le transfert d'une propriété achetée à l'un des avocats blancs les plus populaires de l'État. Pendant 6 mois, cette simple transaction a été retardée et l'avocat noir n'a pas pu inciter l'avocat blanc à agir. L'auteur s'est finalement rendu lui-même au bureau pour se plaindre de ce retard. L'avocat blanc déclara franchement qu'il n'avait pas pris l'affaire en main parce qu'il ne voulait pas traiter avec un avocat noir, mais qu'il voulait traiter avec l'auteur qui se trouvait être à ce moment-là le professeur d'une école noire et qui était donc à sa place. Il fut un temps où les Noirs étaient considérés de la même manière en médecine et dans les domaines connexes. Ils avaient du mal à faire croire à leur propre peuple qu'ils étaient capables de guérir une plainte, de soigner une dent ou de composer une ordonnance. Les Blancs disaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et bien sûr, si les Blancs le disaient, c'est vrai, pour la plupart des Noirs. Donc, dans ces domaines, cependant, des démonstrations réelles du contraire ont convaincu un nombre suffisant de Noirs et de Blancs qu'une telle attitude à l'égard de ces classes est fausse. Mais il y a beaucoup de Noirs qui suivent encore ces premiers enseignements, en particulier les très instruits qui ont reçu à l'école les raisons scientifiques de cette attitude. Il est tout à fait remarquable que tandis qu'un Noir étudie une profession dans un département d'une université, on lui montre dans un autre département de la même université que le Noir professionnel ne peut pas réussir. Certains très instruits confient donc leurs pratiques à des personnes qui sont souvent inférieures aux Noirs, qui le laissent ainsi passer. Bien qu'il y ait eu une augmentation dans ces domaines particuliers, les professions parmi les Noirs, à l'exception de l'enseignement et de la prédication, sont toujours en sous-effectif. De même, on décourageait et dissuadait autrefois les Noirs de se lancer dans la conception, le dessin, l'architecture, l'ingénierie et la chimie. Les Blancs, leur disait-on, ne vous emploieront pas et votre peuple ne peut pas vous offrir de telles opportunités. L'idée de faire œuvre de pionnier ou de développer le noir dans la mesure où il pourrait figurer dans ce domaine ne fleurait pas les moniteurs des Noirs qui se préparaient à l'œuvre de leur vie. Cette tradition pèse encore lourdement sur l'éducation des Noirs et elle contraint de nombreux Noirs à quitter des domaines dans lesquels ils pourraient fonctionner
pour en rejoindre d'autres pour lesquels ils n'ont peut-être aucune aptitude. Dans le domaine de la musique, de l'art dramatique et des arts connexes, le noir a également été malheureusement induit en erreur. Parce que le noir est doué pour le chant et qu'il peut rendre mieux que d'autres la musique de son peuple, on lui a dit qu'il n'avait pas besoin de formation. Un grand nombre de ceux qui ont entrepris le fonctionnement dans cette sphère sans avoir reçu une éducation adéquate ne se sont donc développés que jusqu'à un certain point au-delà duquel ils n'ont pas pu aller. Il est difficile d'estimer la popularité qu'auraient pu avoir les musiciens noirs et leur musique si on leur avait enseigné le contraire. On peut en citer plusieurs exemples. Un homme distingué s'exprimant récemment en tant que membre d'une grande église épiscopale qui entretient une mission noire a mentionné son objectif au budget de $1 500 par an consacré à la musique pour ses communions ségrégées. Dans la mesure où les Noirs sont naturellement doués pour la musique, ils ne pensent pas qu'une formation ou une direction coûteuse soit nécessaire. Le petit nombre de collèges et d'universités noires qui se chargent de la formation musicale des Noirs est une preuve supplémentaire de la conviction que le noir est presque parfait dans ce domaine et qu'il devrait se concentrer sur les programmes d'études traditionnels. Le même malentendu est évident en ce qui concerne les noirs en art dramatique. Nous avons longtemps cru que le noir était un acteur naturel qui n'avait besoin d'aucun stimulus pour se développer. Dans cette affirmation se trouve l'idée que, parce que le noir est doué pour la danse, la plaisanterie, la comédie et autre chose du même genre, il est à sa place lorsqu'il brille et n'a pas besoin d'être formé pour fonctionner dans la sphère supérieure de l'art dramatique. Ainsi, trompés, un grand nombre de noirs ambitieux pour la scène ne se sont pas épanouis dans de grandes possibilités. Un trop grand nombre d'entre eux ont fini par jouer des rôles dans des cafés, des cabarets et des boîtes de nuit douteux d'Amérique et d'Europe. Et au lieu d'accroître le prestige du noir, ils ont jeté le discrédit sur la race. Nous nous rendons à peine compte de la piètre performance que nous faisons dans le domaine de l'art dramatique, malgré nos aptitudes naturelles dans ce domaine. Seule une demi-douzaine d'acteurs noirs ont atteint la gloire. Mais nous avons plus d'acteurs et de forains que toute autre profession, à l'exception des enseignants et des ministres. Où sont ces milliers d'hommes et de femmes dans la sphère historique? Qu'avons-nous d'eux? Qu'ont-ils accompli? Leur parcours montre que seuls quelques-uns sont à la hauteur de la scène moderne. La plupart de ces artistes en herbe n'ont aucune préparation pour les tâches à accomplir. Une étude attentive de la situation des Noirs dans le domaine de l'art dramatique montre que seuls ceux qui ont pris le temps de se former comme ils le devraient ont finalement tenu bon. Leur salut a été de comprendre qu'une formation adéquate est le moyen le plus sûr d'atteindre la maturité artistique. Et les quelques personnes qui ont ainsi compris la situation démontrent clairement notre incapacité à éduquer les Noirs selon les principes qui leur auraient permis de réussir admirablement. Certaines de nos écoles ont depuis quelque temps entrepris ce travail en imitant des institutions qui s'occupent de personnes dans d'autres circonstances. Les résultats souhaitables n'ont donc pas suivi et le nègre sur la scène est encore principalement le produit de la méthode des essais et des erreurs.
Plusieurs autres raisons peuvent être invoquées pour expliquer l'incapacité d'un plus grand nombre d'acteurs noirs à atteindre un niveau supérieur. En premier lieu, les Blancs ne les ont reconnus que dans les comédies de plantation et les ménestrels, et le grand nombre d'acteurs qui entrent dans ce domaine n'a pas permis d'offrir un avenir brillant à bon nombre de ces aspirants. L'homme blanc, lui, ayant répété qu'il ne pouvait pas fonctionner comme acteur dans une autre sphère, le nègre américain a pratiquement cessé de tenter quoi que ce soit d'autre. La carrière réussie, dira Aldridge, dans Shakespeare a été oubliée jusqu'à ce qu'elle soit récemment rappelée par le succès dramatique de Paul Robeson dans Othello. La grande majorité des Noirs se sont donc contentés d'être des clowns et des comédiens ordinaires. Ils n'ont pas eu le courage ou n'ont pas appris à franchir les barrières contre nature et à occuper un terrain plus élevé. L'auteur noir ne fait pas exception à la règle traditionnelle. Il écrit, mais l'homme blanc est censé en savoir plus sur tout que le noir. Alors, qui veut d'un livre écrit par un noir sur un noir? En général, même pas un noir lui-même, car s'il est vraiment éduqué, il doit montrer qu'il sait apprécier ce qu'il y a de mieux en littérature. L'auteur noir ne peut donc trouver ni éditeur, ni lecteur, et son histoire reste inédite. Les rédacteurs et les reporters noirs étaient autrefois traités de la même manière. Mais grâce aux imprimeurs sans éducation qui ont fondé la plupart de nos journaux qui ont réussi, ces hommes de vision ont permis aux Noirs éduqués de gagner leur vie dans ce domaine à condition qu'ils se remettent de leur éducation et apprennent à traiter le Noir tel qu'il est et où il est. La lecture du livre « La mauvaise éducation des Noirs ». L'auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 9. L'éducation politique négligée. Il y a quelque temps, lorsque le député Oscar de Priest distribuait par milliers des exemplaires de la Constitution des États-Unis, certains sages étaient disposés à s'en moquer. À quoi pouvait servir un tel acte? Ces critiques, cependant, ne savaient probablement pas que des milliers et des milliers d'enfants noirs de ce pays ne sont pas autorisés à utiliser des livres scolaires dans lesquels sont imprimées la Déclaration d'indépendance ou la Constitution des États-Unis. Thomas Jefferson et James Madison sont mentionnés dans leur histoire comme des figures de la politique plutôt que comme des exposants de la liberté. Ces jeunes ne sont pas autorisés à apprendre que Jefferson croyait que le gouvernement devait tirer son pouvoir du consentement des gouvernés. Il n'y a pas longtemps, une mesure a été introduite dans une certaine législature d'État pour que la Constitution des États-Unis soit imprimée dans les histoires scolaires. Mais lorsque le projet de loi était sur le point d'être adopté, il a été rejeté par quelqu'un qui a fait valoir qu'il ne serait jamais bon de faire étudier la Constitution des États-Unis aux Noirs.
Si les Noirs avaient l'occasion de lire ce document, ils pourraient apprendre à défendre les droits qui y sont garantis et aucun professeur noir qui s'occupe de ces questions de gouvernement n'est toléré dans ces districts arriérés. L'enseignement du gouvernement ou l'absence de tel enseignement doit donc être conforme à la politique visant à maintenir le noir à sa place. De la même manière, l'enseignement de l'histoire dans la zone noire a eu une signification politique. Après la guerre civile, les adversaires de la liberté et de la justice sociale ont décidé d'élaborer un programme qui asservirait l'esprit des Noirs dans la mesure où la liberté du corps devait être concédée. Il était bien entendu que si, grâce à l'enseignement de l'histoire, l'homme blanc pouvait être davantage assuré de sa supériorité, et si l'on pouvait faire sentir aux Noirs qu'il avait toujours été un raté et que la soumission de la volonté à une autre race était nécessaire, l'affranchi serait toujours un esclave. Si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de son action. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme doit penser, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qu'il fera. Si vous faites sentir à un homme qu'il est inférieur, vous n'avez pas à le contraindre à accepter un statut inférieur, car il le cherchera lui-même. Si vous faites croire à un homme qu'il est à juste titre un paria, vous n'avez pas besoin de lui ordonner de prendre la porte de derrière. Il ira sans qu'on le lui dise. Et s'il n'y a pas de porte arrière, sa nature même en exigera une. Ce programme, si populaire immédiatement après la guerre civile, n'était pas nouveau. Mais après ce bouleversement, son exécution a reçu une nouvelle impulsion. Les histoires écrites ailleurs pour l'ancienne région esclavagiste furent écartées. Et de nouveaux traitements de l'histoire locale et nationale conformes à la propagande recrudescente furent produits pour donner aux Blancs et aux Noirs le point de vue biaisé du développement de la nation et les relations entre les races. Des traitements spéciaux de la période de la reconstruction ont été produits sous une forme apparemment scientifique par des propagandistes qui sont allés dans les premières écoles supérieures de l'Est pour apprendre l'historiographie moderne il y a environ un demi-siècle. Ayant le cachet de la science, la pensée de ces polémiques a été acceptée dans tous les lieux d'enseignement. Ces réécrivains de l'histoire soutenaient sans crainte que l'esclavage était une institution bienveillante. Les maîtres aimaient leurs esclaves et les traitaient avec humanité. Les abolitionnistes se sont mêlés de l'institution que les maîtres auraient fini par modifier. La guerre de sécession, provoquée par des fanatiques comme William Lewis, Garrison et John Brown, n'était pas nécessaire. C'était une erreur de faire du nègre un citoyen, car il n'a fait qu'aggraver sa situation en subissant le mécontentement de la classe des maîtres qui ne le toléreront jamais comme un égal, et le nègre doit vivre dans ce pays dans un état d'infériorité reconnu. Certaines de ces théories peuvent sembler insensées, mais les historiens, même dans le Nord, ont été gagnés à ce point de vue. Ils ignorent les travaux récents de Mademoiselle Elisabeth Donnan et Madame H.T. Cattrall et du docteur Frédéric Brancroft,
qui ont passé des années à enquêter sur l'esclavage et la traite des esclaves. Il s'agit de productions scientifiques portant le sceau de la meilleure érudition en Amérique, de traités produits à partir de documents authentiques tels que les archives judiciaires de la section esclavagiste elle-même, et ses auteurs ont rendu un service précieux au public en éliminant le badigeonnage que les pseudo-historiens ont fait de l'esclavage et des esclavagistes depuis plus d'un siècle. Dans la préparation des nègres dont beaucoup enseignent dans le Sud, ces historiens nordistes partiaux les convertissent même à cette foi. Il y a quelques années, l'auteur a écouté par hasard une conversation d'avocats noirs dans l'une de nos villes du Sud, au cours de laquelle ils ont admis à l'unanimité pratiquement tous les arguments avancés dans ce programme de propagande. Ils dénonçaient donc tous les restrictionnistes qui prônaient l'égalité et la justice pour tous. Ces Noirs avaient le point de vue biaisé des réécrivains comme Claude Bowers et n'avaient jamais été orientés vers la véritable histoire de ce drame telle qu'elle a été exposée par A. Taylor, Francis B. Smithkins et Robert H. Woodley de la Nouvelle École de pensée du Sud. Ces critiques noires étaient particulièrement dues envers les Noirs de notre époque qui s'engagent dans l'agitation pour la démocratie réelle. Dans certaines régions, les Noirs eux-mêmes se joignent aux Blancs pour écarter des écoles les enseignants qui pourraient avoir assez de fermeté pour enseigner la vérité telle qu'elle est. Ils disent généralement que les races s'entendent bien aujourd'hui et que nous ne voulons pas que ces relations pacifiques soient perturbées par l'enseignement d'une nouvelle pensée politique. Ce qu'ils veulent dire, en ce qui concerne les relations pacifiques entre les races, c'est que les Noirs ont été terrorisés au point qu'ils ont même peur de discuter publiquement des questions politiques. Il ne doit pas y avoir d'exposition des principes de gouvernement dans les écoles et cela ne doit pas être fait en public parmi les Noirs dans le but de stimuler l'activité politique. Les Noirs engagés dans d'autres domaines au sein de ces communautés en viennent finalement à accepter le silence sur ces questions comme une politique fils. Sachant que toute action contraire est synonyme d'un règne de la foule qui peut détruire la paix et les biens de la communauté, il se constitue en une sorte de comité de vigilance pour diriger leurs camarades en conséquence. Il y a quelques années, dans l'une des grandes villes, un directeur d'école secondaire à l'allure plutôt jeune a été congédié sans ménagement parce qu'il a dit en plaisantant au président du conseil de l'éducation en réponse à sa remarque sur son allure juvénile, « Je suis assez vieux pour voter. » « Horreur !» dit le fonctionnaire furieux. « Mettez-le dehors. Nous l'avons amené ici pour apprendre à ces Noirs comment travailler. Et le voilà qui pense à voter. » Quelques Noirs éminents de l'endroit grommellement un peu, mais ils ne font rien pour corriger cette injustice. Dans certaines régions, par conséquent, les Noirs, sous l'effet d'un tel terrorisme, ont cessé de considérer les questions politiques comme leur domaine. Lorsque ces questions sont abordées dans des travaux plus avancés, elles sont présentées comme des sujets de préoccupation pour un élément particulier, plutôt que comme des fonctions auxquelles tous les citoyens peuvent participer. Il en résulte que les Noirs grandissent sans connaître des questions politiques qui devraient concerner tous les éléments. Pour éviter que les Noirs n'en prennent trop sur ces questions, on néglige parfois les Blancs dans les écoles,
Mais ces derniers ont l'occasion d'apprendre par le contact, l'observation attentive et la participation réelle aux affaires du gouvernement. Dans certaines régions, les Noirs ont donc pratiquement abandonné le vote, même là où il pourrait être autorisé. Dans certains cas, il n'y a pas plus de 2000 Noirs qui votent dans un État entier. Par des lois spéciales prévoyant des tests d'alphabétisation et le paiement d'impôts, leur nombre d'électeurs a été réduit à une quantité négligeable. Et les quelques personnes qui peuvent ainsi fonctionner ne le font pas parce qu'elles sont souvent exclues lorsqu'elles ont la voix décisive. Les tests établis pour la restriction du suffrage n'étaient pas destinés à stimuler l'éducation politique, mais à éliminer le vote des Noirs par des subterfuges. Les Noirs qui se présentent à l'inscription sont invités à faire la chose presque impossible d'exposer des parties de la Constitution qui ont déconnecté les hautes cours, mais les Blancs sont invités à répondre à des questions simples auxquelles presque tout homme illettré peut répondre. De cette façon, les nègres, aussi intelligents soient-ils, sont rejetés et tous les Blancs ignorants sont autorisés à voter. Ces lois ont donc retardé plutôt que stimulé l'éducation politique des deux races. Ces connaissances sont apparemment inutiles pour les Noirs et superflues pour les Blancs, car les Noirs ne profitent pas immédiatement de leur possession et les Blancs peuvent fonctionner comme des citoyens sans elles. L'effet d'un tel système unilatéral est décidément mauvais. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne parle pas avec les hommes et les femmes de ces districts qui, à cause du refus de ces privilèges, ont perdu tout intérêt pour les questions politiques. Un agent littéraire travaillant dans la région des plantations du Mississippi a attesté les connaissances des Noirs sur ces questions en leur posant des questions sur le gouvernement local et de l'État. Il a découvert qu'il ne savait pratiquement rien dans ce domaine. Il était difficile d'en trouver un qui sache qui était président des États-Unis. On rencontre des enseignants, des médecins et des pasteurs qui ne connaissent pas le fonctionnement ordinaire des tribunaux, les fonctions de l'avocat, du jury ou du juge, à moins que cette connaissance ne soit le fruit de l'expérience amère d'avoir été imposée par un tribunal de justice. Certains Noirs éduqués ne prêtent pas attention à des questions aussi importantes que l'évaluation des biens et la perception des impôts, et ils ne s'informent pas sur la manière dont ces choses se passent. Un Noir influent dans le Sud est donc celui qui n'a rien à faire ou à dire sur la politique et qui conseille aux autres de suivre la même voie. L'élimination du Noir de la politique a donc été très malheureuse. Les Blancs en ont peut-être profité temporairement, mais ils ont fait preuve de très peu de prévoyance. Comment les Blancs peuvent-ils espérer faire des Noirs de meilleurs citoyens en leur faisant croire qu'ils ne devraient pas participer au gouvernement de ce pays? Pour éviter le vagabondage et le crime, un homme a besoin, entre autres choses, d'être stimulé par le patriotisme. Mais comment un homme peut-il être patriote lorsque l'effet de son éducation est contraire? Le peu de chance que le Noir a d'apprendre en participant à la politique dans la plupart des régions du Sud se limite, malheureusement aujourd'hui, à la corruption. L'agitation habituelle concernant l'élection de délégués des États du Sud à la Convention nationale républicaine et le combat habituel des Noirs contre les corrompus blancs sont à peu près toutes les questions politiques qui retiennent leur attention dans le bas Sud. En règle générale, ni la faction blanche ni la faction noire
ne font le moindre effort pour rétablir le droit de vote des Noirs. L'objectif est simplement le contrôle des délégués et le patronage fédéral pour les considérations financières qu'il implique. Pour ce faire, ils ont recours à de nombreux concours dont le point culminant est la fermeture des hôtels et le verrouillage des portes pour des réunions secrètes. Comme c'est la seule activité à laquelle les Noirs peuvent participer, ils ont appris à la considérer comme honorable. Un grand nombre de Noirs s'enthousiasment pour le concours et en font la publicité à la tribune et dans la presse comme d'une affaire de grande importance. Les méthodes de ces corrupteurs des deux races, cependant, devraient être condamnées comme une honte pour l'État et la nation. Cependant, au lieu de faire quelque chose pour se débarrasser de cette espèce, nous constatons que les Noirs hautement éduqués essaient de plonger eux aussi dans la fange. L'un des aspects les plus décourageants de la vie des Noirs observé récemment est celui d'une campagne présidentielle. D'éminents Noirs liés à 3 de nos principales institutions d'enseignement ont temporairement abandonné leur travail afin de rassembler des votes noirs pour l'un des candidats. L'objectif, bien sûr, était de contrôler les quelques emplois ordinaires qui sont attribués aux politiciens noirs pour leur service de campagne. Cependant, une fois le candidat élu, il les a soigneusement ignorés dans la composition du personnel de son administration et a traité les Noirs en général avec mépris. Lorsque l'on pense que les Noirs ainsi utilisés sont censés être les leaders noirs les plus réputés et les hommes les plus instruits, on peut se demander si les Noirs ont fait des progrès depuis l'émancipation. La seule consolation que l'on puisse en tirer est qu'ils ne représentent peut-être pas toute la race. Dans le Nord, les Noirs ont de meilleures chances d'acquérir des connaissances simples en matière de politique, mais les patrons ne jugent pas opportun de les éclairer en profondeur. Les Noirs sont employés dans les campagnes, mais ils ne sont pas censés discuter de questions d'actualité telles que le libre-échange, le tarif de protection, la Cour mondiale et la Société des Nations. Ces travailleurs noirs sont censés expliquer à leurs concitoyens comment un politicien en lice a nommé plus de messagers ou de femmes de ménage noirs dans son service que l'autre, ou comment le grand-père du candidat a soutenu Lincoln et Grant dans leur épreuve et a ainsi permis à la race de s'affirmer. Une autre tâche importante de ces nègres ainsi employés consiste également à malmener le parti adverse en montrant à quel point il a été hostile aux nègres alors que le parti très favorable faisait tant pour la race. Le parcours de ces patrons a été intéressant. Au début, l'homme blanc utilisait le chef nègre en lui donnant à boire de temps en temps. L'étape suivante consistait à lui donner suffisamment d'argent pour organiser des boissons au nom du candidat blanc. Lorsque les boissons aux frais du candidat sont devenues trop courantes, les politiciens se sont rabattus sur la distribution de petites sommes d'argent. Lorsque cela s'est avéré insuffisant, les politiciens ont dû aller un peu plus loin et fournir des emplois Jim Crow dans certains arrière-salles étant étendu que les fonctions de ce soi-disant bureau seraient purement nominales et que les titulaires n'auraient aucun contact étroit avec les Blancs. C'est à ce stade que se trouvent les Noirs aujourd'hui. L'aspect indésirable de l'affaire est que le Noir, malgré les changements d'une méthode d'approche à une autre, n'est jamais amené dans le cercle intérieur du parti auquel il est affilié. Il est toujours maintenu à l'extérieur et est utilisé comme un moyen d'arriver à ses fins. Pour obtenir la maigre contrepartie qu'il perçoit,
le Noir doit travailler clandestinement par des moyens détournés. Il n'a pas été nécessaire pour l'homme blanc de modifier cette procédure, car jusqu'à ces dernières années, il a généralement trouvé possible de satisfaire la majorité des Noirs avec les quelques postes politiques désignés comme emploi nègre et d'écraser ceux qui réclamaient davantage de reconnaissance. Il est également regrettable qu'un si grand nombre de Noirs ne sachent pas qu'il faut miser toute sa fortune sur la politique. L'histoire ne montre pas qu'une race, en particulier un groupe minoritaire, ait jamais résolu un problème important en ne comptant que sur une seule chose, et certainement pas en parquant sa force politique d'un côté de la barrière à cause de promesses vides. Il y a des Noirs qui savent mieux que d'autres, mais ces penseurs sont tenus à l'écart par les traducteurs de la race pour empêcher que les masses soient éclairées. Les politiciens trompeurs sont les seules personnes par l'intermédiaire desquelles les traducteurs agissent à l'égard des Noirs, et il y a toujours un nombre suffisant de lecteurs mentalement sous-développés qui leur fourniront un large soutien. Même les quelques Noirs qui sont élus sont souvent aussi mal informés et font preuve d'un manque de vision. Ils n'ont accordé que peu d'attention aux problèmes importants de la nation et, dans les organes législatifs où ils sont élus, ils se limitent généralement à des questions qui préoccupent particulièrement les Noirs eux-mêmes, comme le lynchage, la ségrégation et la privation du droit de vote, qu'ils ont bien appris par expérience. Il s'agit là d'un retour en arrière, car les Noirs qui siégeaient au Congrès et dans les législateurs des États pendant la Reconstruction ont œuvré à la promulgation de mesures concernant tous les éléments de la population, quelle que soit leur couleur. Les historiens n'ont pas encore oublié ce que ces hommes d'État noirs ont fait pour défendre l'éducation publique, les améliorations internes, l'arbitrage du travail, le tarif douanier et la marine marchande. La lecture du livre « La mauvaise éducation des Noirs », auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 10. La perte de la vision. L'histoire montre donc qu'en raison de ses forces inhabituelles dans l'éducation du Noir, celui-ci apprend facilement à suivre la ligne de moindre résistance plutôt que de se battre contre vents et marées pour ce que l'histoire réelle a montré comme étant la bonne voie. Un esprit qui reste dans l'atmosphère actuelle ne subit jamais un développement suffisant pour faire l'expérience de ce que l'on appelle communément la pensée. Aucun Noir ainsi plongé dans le ghetto n'aura donc une conception claire de l'état actuel de la race ou une prévoyance suffisante pour planifier l'avenir. Et il dérive si loin vers le compromis qu'il perd tout courage moral. L'éducation des Noirs devient alors un parfait moyen de contrôle de l'extérieur. Ceux qui la promeuvent délibérément ont toutes les raisons de se réjouir, et les Noirs eux-mêmes défendent avec exaltation la cause de l'oppresseur. Si l'on compare le bilan des porte-paroles de la race d'aujourd'hui avec celui du XVIIIe siècle, on constate une capitulation morale. Pendant la lutte prolongée entre les Français et les Anglais en Amérique, les Noirs détenaient la balance du pouvoir en plusieurs points stratégiques et l'utilisaient en conséquence. Aujourd'hui, le Noir se trouve sans importance parce qu'il peut être parqué d'un côté de la barrière.
Le même rapport de force était également évident pendant la Révolution américaine lorsque les soldats noirs insistaient pour servir côte à côte avec les autres. Aujourd'hui, de nombreux Noirs se contentent d'être des domestiques dans l'armée. À l'époque, les nègres prêchaient à des congrégations mixtes. Aujourd'hui, nous trouvons des nègres occupés à les séparer. Le nègre du XVIIIe siècle s'opposait à toute distinction sociale. Aujourd'hui, les nègres disent qu'ils ne veulent pas de l'égalité sociale. Les nègres de cette époque disaient avec le poète antique: « Je suis un homme et je considère que rien de ce qui concerne l'homme ne m'est indifférent. » Aujourd'hui, le nègre moyen dit: « Maintenant, je suis un homme de couleur et vous, les blancs, devez régler cette question entre vous. » Plus tard encore, le nègre américain a fait preuve de plus de courage qu'il n'en fait aujourd'hui avec toutes ses prétendues lumières. Lorsqu'on conseillait aux nègres libres, il y a 100 ans, d'aller en Afrique, il répondait qu'il ne se séparerait jamais de la population esclave de ce pays, car ils étaient frais par les liens de la consanguinité, de la souffrance et du mal. Aujourd'hui, cependant, le nègre du Nord lève le nez sur l'immigration brute du Sud qui apporte au Nord le problème racial, mais avec lui, plus d'économie et de progrès réel que le nègre du Nord n'a jamais rêvé. Lorsque, de nouveau en 1816, les Noirs libres comme Richard Allen, James Forten et Robert Purvis sont désignés comme un élément étranger dans le statut social pourrait ne pas être assuré dans ce pays, au lieu de permettre aux colonisateurs de les écarter comme des criminels à déporter sur un rivage lointain, ils répondent sans embâche que cette terre d'Amérique qui les a fait naître est leur seul véritable foyer. Ici, leurs pères ont combattu, saigné et sont morts pour ce pays. Et ici, ils ont l'intention de rester. Aujourd'hui, lorsque de telles choses se produisent, vous trouvez des Noirs qui apparaissent sur la scène pour voir combien d'argent ils peuvent obtenir pour aider à la destruction proposée de la race. Renforçant encore cette idée de résistance, quelques années plus tard, Nathaniel Paul, un prédicateur baptiste d'Albanie, informa les colons que les Noirs libres ne permettraient pas à leurs traducteurs de formuler un programme pour la race. Vous pouvez aller de l'avant avec votre plan de déportation de cet élément afin de sécuriser l'esclavage, provient-il, mais les nègres libres n'immigreront jamais en Afrique. Nous resterons ici et nous nous battrons jusqu'à ce que le monstre immonde soit écrasé. L'esclavage doit disparaître. Si je croyais qu'il continuerait toujours, dit-il, et que l'homme jusqu'à la fin des temps serait autorisé impunément à usurper la même autorité indue sur ses semblables, je renierais toute allégeance ou obligation que j'ai envers mes semblables ou toute soumission que je dois aux lois de mon pays. Je nierai le pouvoir de supervision de la providence divine dans les affaires de cette vie. Je ridiculiserai la religion du Sauveur du monde et je traiterai comme les pires des hommes les ministres de l'Évangile éternel. Je considérerai ma Bible comme un livre de fables fausses et illusoires, et je la jetterai aux flammes. Non, je n'irai encore plus loin. Je me confesserai immédiatement comme athée, et je nierai l'existence d'un Dieu saint. Et ces nègres d'il y a un siècle ont tenu bon et ont combattu les déportationnistes pro-esclavagistes jusqu'au bout, car à l'exception de quelques pionniers, les émigrants vers le Libéria étaient en grande partie des esclaves manumnis à condition qu'ils s'installent en Afrique.
Ces affranchis ne pouvaient donc avoir autres idées que ceux de la section esclavagiste d'où ils étaient partis. Ils ont donc établi une slavocratie au Libéria. Si le Libéria a échoué, ce n'est donc pas la preuve de l'échelle des Noirs au gouvernement. C'est simplement la preuve de l'échec de l'esclavage. Il y a près d'un siècle, les Noirs qui s'attaquaient au Jim Crowisme remettaient courageusement en question la constitutionnalité d'une telle disposition. S'exprimant par la voix de Charles Lenos Remond, à l'époque, ils ont déclaré « Il y a une distinction entre les droits sociaux et les droits civils. Nous revendiquons tout le privilège de choisir notre société et nos associations. Mais en matière de droits civils, un homme n'a pas le prérogative de définir les droits d'un autre. Ces distinctions raciales réagissent dans toute leur méchanceté, sans parler de leur odieux et de leur absurdité concoctée et stigmatisée sur ceux qui sont assez illibéraux et méchants pour les pratiquer. De nos jours, cependant, nous trouvons certains Noirs hautement éduqués qui approuvent ce Jim Crowisme. Par exemple, il y a eu peu d'années, un remarquable prédicateur baptiste qui faisait de la politique en Virginie occidentale a suggéré aux Blancs de promulguer une loi Jim Crow sur les voitures dans cet État, et nous avons eu du mal à écraser ce sentiment. Quelques années plus tard, l'auteur a entendu un de nos évêques dire que nous ne devrions pas nous opposer à une telle séparation, car nous voulons être seuls. Lorsque cet éminent ecclésiastique mourut, les traducteurs du nègre l'acclamaient jusqu'au ciel, et les membres irréfléchis de la race, pensant qu'il le méritait, se joignirent à ces acclamations. C'est ainsi que la grande majorité des Noirs éduqués des États-Unis ont accepté la ségrégation et sont devenus ces champions intrépides. Leur esprit bien rempli, mais peu développé, ne leur permet pas de comprendre que si un opiacé procure un soulagement temporaire, il ne supprime pas la cause de la douleur. Dans ce cas, nous avons cédé sur le principe pour satisfaire la foule, mais nous n'avons pas encore trouvé de solution définitive aux problèmes qui nous occupent. Dans notre soi-disant démocratie, nous avons l'habitude de donner à la majorité ce qu'elle veut plutôt que de l'éduquer à comprendre ce qui est le mieux pour elle. Nous ne montrons pas aux Noirs comment surmonter la stratégie, mais nous lui apprenons à l'accepter comme définitive et juste. On peut citer de nombreux résultats de cette politique. Le travailleur blanc refuse de travailler avec des Noirs en raison de la fausse tradition selon laquelle le Noir est un inférieur et en même temps le Noir, pour la même raison, se contente de services subalternes et de corvées. L'homme politique exclut le Noir des conseils de son parti et du gouvernement parce qu'on lui a enseigné que cela était nécessaire pour maintenir la suprématie de sa race. Le Noir formé dans la même école de pensée accepte cette décision comme définitive et se contente de sa maigre considération que les patrons peuvent lui accorder à contre-cœur. Un habitant irrité d'un quartier exclusif proteste contre l'invasion des Noirs parce qu'il a appris que ces pauvres gens sont porteurs de maladies et agents du crime. Les Noirs, croyant que telle est la vérité, restent satisfaits dans le ghetto. Le parent irrationnel impose la séparation des races dans certaines écoles parce que son enfant doit occuper une place à côté d'un élève au sang africain contaminé. Le Noir éduqué accepte cette situation comme inévitable et se réjouit de ce changement pour son peuple. Les enfants des Noirs sont exclus des terrains de jeu parce qu'on affirme qu'ils contamineront ceux des Blancs. Les Noirs cédant, ils se contentent d'une politique considérant à faire grandir leurs enfants de façon négligée dans les quartiers les plus indésirables de la ville.
Le nègre est forcé de monter dans une voiture Jim Crow afin de marquer plus facilement sur lui l'insigne de son infériorité. Le nègre éduqué accepte la situation comme étant réglée et abandonne la lutte contre cette interdiction sociale. Ainsi va la ségrégation, qui est l'évolution la plus profonde de l'histoire des Noirs depuis l'asservissement de la race. En fait, elle est une séquelle de l'esclavage. Elle a été rendue possible par notre système de mauvaise éducation, de personnes inconscientes qui ne savaient pas ce qui se passait. Elle est si subtile que des hommes ont participé à sa promotion sans savoir ce qu'ils faisaient. Il y a quelques défenseurs de la ségrégation qui sont sans doute sincères. Bien que nominalement libres, ils n'ont jamais été suffisamment éclairés pour voir la question autrement que comme des esclaves. On peut citer des cas de Noirs qui se sont opposés à l'émancipation et ont dénoncé les abolitionnistes. Quelques-uns devenus libres se sont réesclavagisés. Un nombre encore plus grand n'a pas fait d'effort pour s'affranchir parce qu'ils ne voulaient pas se détacher de leur maître et leurs semblables s'opposent encore à la liberté totale. Depuis la guerre de sécession, lorsque les Noirs ont eu pour la première fois la possibilité de participer à la gestion de leurs affaires, ils ont fait preuve d'inconstance et de compromis. Ils ont essayé de gagner une chose un jour en insistant sur l'égalité pour tous, tout en s'efforçant de gagner un autre point le lendemain en pratiquant la ségrégation. À un moment donné, les Noirs se battent pour le principe de la démocratie et le moment suivant, ils le troquent contre un avantage temporaire. On ne peut pas avoir une chose et en disposer en même temps. Par exemple, les leaders politiques noirs de la période de la Reconstruction ont réclamé le suffrage et le droit d'occuper un poste, de servir dans la milice et de faire partie d'un jury. Mais peu d'entre eux voulaient que les enfants blancs et de couleur fréquentent la même école. Lorsqu'ils s'exprimaient sur l'éducation, la plupart d'entre eux adoptaient la position des ségrégationnistes. Et Charles Schumer, dans sa lutte pour les droits civils des Noirs, a dû éliminer les écoles mixtes de son programme. Non seulement parce que de nombreux Blancs s'y opposaient, mais aussi parce que les Noirs eux-mêmes ne semblaient pas en vouloir. Tous ces dirigeants ne cherchaient peut-être pas d'emploi à l'époque, mais en tant que libres nominaux, qui étaient encore des esclaves, ils ne se sentaient pas à l'aise en présence de leur ancien maître. Ces hommes timorés ressemblaient beaucoup à certains Noirs qui étaient employés près de la maison de l'auteur en Virginie par un fermier nordiste qui s'était installé dans l'État après la guerre civile. Le premier matin à l'heure du petit déjeuner, il les fit entrer pour manger à table avec sa famille. Ces véritables esclaves, cependant, ont immédiatement perdu l'appétit. L'un d'entre eux finit par appeler son employeur à l'écart pour régler la question d'une autre manière. Il a dit, « Patron, vous n'êtes pas habitué aux règles de ce pays. Nous ne pouvons pas nous asseoir à la table des Blancs. On a l'habitude de manger un gâteau ou du pain là-bas entre les poignées de la charrue. Laissez-nous sortir d'ici. » Le système s'est donc entendu d'une chose à l'autre jusqu'à ce que les Noirs se retrouvent aujourd'hui enfermés dans la barrière de couleur. Presque partout où ils se tournent et isolés, les Noirs ne peuvent pas apprendre de l'exemple des autres avec qui ils pourraient entrer en contact. Dans le ghetto également,
Ils ne sont pas autorisés à construire et à réaliser un programme qui leur soit propre. Ces institutions ségrégatives entravent le développement de l'auto-assistance parmi les Noirs, car souvent, les Noirs ne parviennent pas à collecter les fonds pour créer des institutions qu'ils pourraient contrôler. Mais ils contribuent volontiers à des institutions qui ségrègent les personnes de sang africain. Privés de la participation aux choses supérieures de la vie, le nègre éduqué s'associe lui aussi à des personnes mal intentionnées pour handicaper son peuple par une exploitation systématisée. Sentant que le cas du nègre est sans espoir, le nègre éduqué décide de profiter personnellement de tout ce qu'il peut faire en utilisant ces gens comme un moyen d'arriver à ses fins. Il leur fait la grimace en leur soutirant de l'argent, mais son cœur ne montre aucun attachement à leur cause méprisée. Avec un revenu un peu plus élevé que celui qu'ils reçoivent, il peut s'assurer un certain confort dans le ghetto et il oublie ceux qui n'ont aucun moyen de s'échapper. Certains membres de cette classe éduquée se joignent à des agents immobiliers sans scrupules pour empêcher les Noirs de s'installer dans les quartiers désirables de la ville et les confiner dans les sections insalubres. Ces personnes aident le profiteur à percevoir des nègres ainsi accaparer un loyer plus élevé que celui exigé des Blancs pour la même propriété. De même, il arrive qu'un pasteur noir se rende dans une communauté où les races se côtoient amicalement dans leurs églises et loue une cabane ou un vieux magasin vide pour créer une église séparée pour notre peuple et non pas pour répondre à un besoin pratique, mais pour exploiter ceux qui n'ont jamais appris à penser. Les professionnels qui marchent sur leurs traces imposent également leurs services aux pauvres noirs innocents qui ne savent pas quand ils sont traités correctement et quand ils ne le sont pas. Mais on peut obtenir d'eux des honoraires élevés dans la mesure où ils ne peuvent pas toujours s'adresser à d'autres. Lorsqu'il s'installe dans une communauté où les écoles sont mixtes, le noir instruit préconise souvent leur séparation afin que sa fille puisse obtenir un poste dans le système. Le politicien noir a l'habitude de s'approprier le vote noir en ouvrant un bureau séparé d'où il peut négocier avec les chefs de la machine le prix le plus élevé possible. Lorsqu'il est payé par un poste qui n'est pas très élevé, il accepte cet emploi en sachant qu'il sera mis à part comme s'il était destructeur du reste de l'humanité. Dans la crise actuelle, cependant, les nègres hautement éduqués ne trouvent pas grand-chose à exploiter et dans leurs conditions déplorables, ils n'ont aucun programme pour trouver une issue. Ils voient de nombreux cas de Noirs qui perdent leur emploi dans des établissements blancs. En fait, ces faits se produisent quotidiennement. Des concierges qui donnaient satisfaction se voient brusquement annoncer qu'on n'a plus besoin d'eux. Des serveurs noirs dans des hôtels sont informés que leurs places iront à des travailleurs blancs. Les camionneurs noirs reçoivent l'ordre de se retirer et de laisser monter les nécessités de l'autre race. Nous entendons tellement de choses de ce genre que nous nous demandons quel sera le résultat. Dans ce réajustement, bien sûr, lorsqu'il y aura moins de possibilités pour ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas la possibilité de faire fonctionner des machines, les Noirs seront naturellement chassés de leur poste par leurs employeurs qui pensent d'abord à leur propre race. Au terme de la dépression, cependant, les Noirs ne seront pas beaucoup mieux lotis lorsque certains des Blancs qui les remplacent actuellement s'élèveront à des niveaux plus élevés. Dans l'ordre économique de demain, le factotum ou le scullion ne sera plus guère utile. L'homme n'aura pas besoin d'une telle attention personnelle quand il pourra acheter une machine pour le servir plus efficacement. Les nègres subalternes
Cet agrégat de parasites que le nègre hautement éduqué a exploité ne seront plus nécessaires demain. Qu'adviendra-t-il alors de nos nègres hautement éduqués qui n'ont aucune initiative? Nous avons fait appel au 10e talent pour trouver un remède, mais ils n'ont rien à offrir. Leur esprit n'a jamais fonctionné dans cette sphère si importante. Le nègre éduqué ne montre aucun signe de vision. Il devrait voir une nouvelle image. Les Noirs sont confrontés à l'alternative suivante: se lever dans la sphère de la production pour fournir leur part des fabricants et des marchands ou descendre dans la tombe des indigents. Le Noir doit maintenant se débrouiller seul ou s'éteindre à mesure que le monde se réajuste. Si les Blancs doivent continuer pendant un certain temps à faire des corvées à l'exclusion des Noirs, ces derniers doivent trouver une autre issue. Rien n'est plus dramatique que d'apprendre que les femmes blanches de Montgomery, en Alabama, se présentent à la porte arrière des maisons noires pour demander leur linge. Si les Blancs en sont arrivés à cette extrémité et qu'il faut d'abord s'occuper d'eux, que restera-t-il aux Noirs? Les Noirs doivent donc commencer à faire ce qu'on leur a appris qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont encore de l'argent et ils ont des besoins à satisfaire. Ils doivent commencer immédiatement à mettre en commun leurs gains et à organiser des industries pour participer à la satisfaction des besoins sociaux et économiques. Si les Noirs restent à jamais à l'écart de l'atmosphère productive et si la discrimination actuelle se poursuit, il ne leur restera plus rien à faire. Il n'y a aucune raison de manquer de confiance en raison de l'échec récent des entreprises noires, bien que les Noirs, hautement éduqués, affirment le contraire. Ce manque de confiance est la cause de l'échec de ces entreprises. Si les Noirs avaient manifesté suffisamment de confiance en elles et les avaient soutenues comme il se doit, elles auraient été assez fortes pour résister à la crise. Les banques nègres, en règle générale, ont échoué parce que les gens ayant appris que le propre pionnier dans les affaires ne pouvait pas fonctionner dans cette sphère ont retiré leur dépôt. Un individu ne peut pas vivre après que vous ayez extrait le sang de ses veines. La banque la plus puissante des États-Unis ne durera qu'aussi longtemps que le peuple aura suffisamment confiance en elle pour y garder son argent. En fait, la confiance du peuple vaut plus que l'argent. Le manque de confiance du Noir en lui-même et en ses possibilités est ce qui l'a maintenu au plus bas. Sa mauvaise éducation a été un parfait succès à cet égard. Pourtant, il n'est pas nécessaire que le Noir ait plus confiance en ses propres travailleurs qu'en ceux des autres. Si le nègre était aussi juste envers les siens qu'il l'a été envers les autres, cela suffirait à lui donner un nouveau souffle et à amorcer la tendance vers le haut. Nous constatons ici que le Noir n'a pas réussi à se défaire de son habitude servile de critiquer les siens et de vénérer les autres comme des êtres parfaits. Aucun progrès n'a été réalisé à cet égard car plus le Noir reçoit d'éducation, plus sa situation se dégrade. Il a simplement eu tellement plus de temps pour entreprendre, à se décrier et à se mépriser lui-même. La race qui cherche dans cette classe instruite la solution de ses problèmes ne trouve aucun remède. Au contraire, elle se voit de plus en plus éloignée de ce à quoi elle aspirait. En oubliant pour l'instant l'école et en comptant sur l'éveil des masses par l'éducation des adultes, nous pouvons faire beaucoup pour donner aux Noirs un nouveau point de vue sur l'entreprise économique et la coopération collective.
Le noir moyen n'a pas été suffisamment mal éduqué pour devenir désespéré. Nos esprits doivent devenir suffisamment développés pour utiliser la ségrégation pour tuer la ségrégation et ainsi réaliser cette prophétie ancienne et pourtant moderne. La colère de l'homme te louera. Si le noir du ghetto doit éternellement être nourri par la main qui le pousse dans le ghetto, il ne deviendra jamais assez fort pour en sortir. La prise en charge de la direction des Noirs dans le ghetto ne doit donc pas se limiter aux questions de religion, d'éducation et d'élévation sociale. Elle doit apporter sur les forces fondamentales de la vie qui rendent ces choses possibles. Si la zone noire, cependant, doit continuer à être un district soutenu entièrement de l'extérieur, ses habitants ineptes ne mériteront et ne recevront que le mépris de ceux qui peuvent occasionnellement les apercevoir dans leur détresse. Comme l'a dit Frédéric Douglass en 1852, il est vain que nous parlions d'être des hommes si nous ne faisons pas le travail des hommes. Nous devons devenir utiles à la société dans d'autres secteurs d'activité que les secteurs serviles dont nous sommes rapidement exclus. Nous devons montrer que nous pouvons faire aussi bien qu'eux. Lorsque nous pourrons construire des maisons aussi bien que les habiter, lorsque nous pourrons fabriquer des chaussures aussi bien que les porter, lorsque nous pourrons produire du blé, du maïs et du seigle aussi bien que les consommer, alors nous deviendrons utiles à la société. La société, poursuit Douglass, est une affaire de cœur dur. Avec elle, les sans-abri ne peuvent espérer une dignité plus élevée que celle des indigents. L'individu doit faire en sorte que la société lui soit redevable, sinon la société ne l'honorera que comme un étranger et un étranger.